comme il vient de le dire, par solidarité, dans un premier temps. Je pense que s'il n'avait pas été savoyard, je n'aurais pas accepté. S'il n'avait pas été férule en termes de management, je n'aurais pas accepté non plus. Je n'avais pas envie d'écrire une biographie parce que je suis un petit entraîneur modeste. Ça n'aurait intéressé personne. Voilà. C'est dur pour Mourinho de vendre ses bouquins, donc pour moi ça l'aurait été encore davantage. Pourquoi le management? Parce que c'est quelque chose qui me plaît, je pense que c'est ce qui m'a permis d'être reconnu en tant que technicien. Je parle d'un parcours qui débute en 91, que peu connaissent, mais bon, j'ai eu ce privilège de m'occuper pendant 20 ans d'un tout petit club qui s'appelle le FC Gaillard, qui est ensuite devenu l'Évian Thonon Gaillard. L'Évian parce que c'était du sponsoring, Thonon parce que c'était de la récupération, mais Gaillard c'est parce que les résultats sportifs étaient constants. Donc j'ai eu des résultats sportifs avec des amateurs, et puis ensuite, de fil en aiguille, à la demande de dirigeants hyper influents, de sponsors hyper influents, pas de dirigeants, mais de sponsors hyper influents, un jour on m'a sommé de devenir entraîneur de l'ETG. Voilà. C'est pour cette raison qu'après de nombreuses années, entre ma passion d'entraîneur chez les amateurs et mon poste de directeur sportif à l'ETG, je suis tout d'un coup redevenu entraîneur, et cette fois-ci chez les professionnels. Après l'ETG, j'ai volé de mes propres ailes. Et écrire ce bouquin, pour moi, c'est donner mon idée d'un management avec une population particulière que représentent les joueurs professionnels de football. Alors comment vous avez... donc, je tiens à préciser quand même que c'est un livre d'entretien. Donc vous avez eu des entretiens téléphoniques, hein, c'est ça? Tous les deux, pour constituer le livre. Alors, une question un petit peu à double entrée. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de procéder ainsi? Et d'autre part, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette saison-là spécifiquement du club de Toulouse? Alors, pourquoi on a décidé de procéder comme ça? Moi, je travaille à Paris et Pascal était à Toulouse, donc c'est pas facile toutes les semaines de faire des allers-retours, ça aurait coûté un peu cher en termes de budget. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'avoir une démarche d'anthropologue, c'est-à-dire de voir vraiment concrètement qu'est-ce qui se passait dans la vie au quotidien d'un club professionnel. Et donc, ça a été plus de 90 entretiens. C'est-à-dire que c'était des entretiens la veille ou l'avant-veille des matchs. Au début, je voulais pas trop l'embêter parce qu'il a un quotidien très, très prenant, c'était une demi-heure, puis en fin de compte, vu qu'on avait plein de choses à se raconter, ça durait plutôt 1 heure. Et puis après, forcément, le débriefing du match. Et donc après, l'idée, parce qu'on avait bien évidemment des délais de production pour que le livre se trouve maintenant en librairie juste avant la Coupe du Monde, l'idée c'était d'écrire vraiment au fil de l'eau. Donc j'écrivais au fil de l'eau. Journée par journée, je faisais valider et puis on avançait comme ça. Alors après, pourquoi cette saison? C'est si ça avait été possible, on l'aurait fait la saison précédente, mais à un moment on s'est dit, on était à Anne-Sylvieux il y a 9 mois et l'idée c'était de raconter un journal de bord et on est parti sur cette saison, sachant qu'elle ne s'est pas du tout passée comme on pensait qu'elle allait se passer, puisqu'à un moment il y a eu un point d'inflexion. La 22e journée, au mois de janvier, contre Montpellier, Pascal en parlera, la collaboration avec le TFC s'est arrêtée, et donc là, c'est posé la question de savoir est-ce qu'on arrêtait le bouquin, et on sortait plus vite, ou si on continuait, qu'est-ce qu'on racontait, et donc la dernière partie du bouquin, je ne vais pas en parler tout de suite, parce que je sais qu'il y a des questions, mais il a pris un angle complètement différent de ce qui était prévu. Voilà, c'est le quotidien qui fait que, de temps en temps, il faut changer le plan d'écriture. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors on demande à Pascal quel type de coach il pense être, un homme de coup ou un bâtisseur, comment Frédéric le perçoit, et petite question annexe, est-ce que vous avez été formé au rôle de manager de foot? Je vais répondre à votre dernière question. Ma formation de manager, d'ailleurs j'ai dédié ce bouquin à mes parents, ma formation je la dois à mes parents. Parce que mes parents étaient des managers. Voilà. Ils manageaient leur petite boutique, ils les manageaient fort bien. Et je me suis toujours inspiré d'eux. Voilà, ce sont mes exemples. Et ensuite, c'est de l'empirisme. C'est au fil du temps, au fil de mon expérience, au gré aussi
mon parcours. Lorsque j'étais joueur, je me suis toujours intéressé à un collectif parce que je n'entrevoyais le sport qu'au travers du collectif. C'est pour cette raison que j'ai fait du football et j'aurais pu faire du rugby parce que j'adore le rugby. Et j'ai fait du football. Donc pas de formation en tant que telle. Voilà. C'est mon inspiration peut-être, c'est aussi tout ce que je viens de dire à l'instant. Vous avez passé les diplômes, le cursus pour être entraîneur? Ah oui, c'est un chemin de croix long. Ouais. Parce qu'en fait, vous ne passez le step suivant que la seule condition que l'équipe que vous coachez nécessite le diplôme que vous allez chercher. Donc j'ai validé mon BEPF qui est un diplôme UEFA, le meilleur diplôme qui soit en termes de football. Je ne l'ai validé qu'il y a 3 ou 4 ans. Donc c'est un long chemin de croix parce que mes premiers diplômes, je les ai obtenus, j'avais 20 ans. Donc ça fait de 20 à 50, ça fait 30 ans. Voilà, c'était une question autrement. La question c'est quel type de coach, vous m'entendez? Quel type de coach vous pensez être? Bon, en fait, tout le monde pense que je suis un homme de coup. Si les gens le pensent au moins, ça me fait une spécificité. Donc voilà, il y a certains personnages qui sont lisses, y compris parmi les entraîneurs de foot. C'est bien d'être lisse, hein. Mais au moins, moi j'ai cette chance-là, c'est que, par exemple, en septembre ou octobre prochain, si en Europe il y a un club ou deux qui sont en grande difficulté, immanquablement mon nom va apparaître. Alors je ne dis pas que je vais être choisi, immanquablement mon nom va apparaître. Donc à terme, ça va me faire du boulot. Voilà. Mais je pense avant tout être un bon entraîneur, un bon technicien. Mais malheureusement certains, dans notre pays et dans notre métier du football, on vous enferme dans des cases. Et comme je suis clivant, eh bien, d'autres, au moins aussi clivants que moi, me découpent en rondelles. Mais eux, ils ont une chance par rapport à moi, c'est qu'ils ont de l'audience, en tout cas davantage que moi. Moi, je vais répondre à 2 ou 3 interviews dans la semaine, et eux, ils ont des heures d'antenne. Donc, les dés sont pipés d'avance. Et comment Frédéric perçoit votre rôle de coach? Alors, je vais faire un petit détour par le management. Souvent, mon métier, c'est pas d'écrire des livres, c'est plutôt un plaisir. C'est de faire que les managers deviennent meilleurs dans les organisations, dans les entreprises. Et l'idée, pour que les gens aient envie de devenir meilleurs, il faut trouver des gens qui soient inspirants. Et donc, pour trouver des gens inspirants, il faut trouver des sujets qui intéressent les gens. Et le foot, ça intéresse les gens. Et donc, quand j'ai commencé à faire le panorama des entraîneurs, des entraîneurs inspirants en Ligue 1, j'en trouvais pas beaucoup. Et puis j'en ai trouvé un, il se trouve qu'il était au Savoyard, donc c'était assez sympathique. Et quand on creuse avec Pascal Duprat, on se rend compte qu'il maîtrise trois éléments clés du management dans les entreprises, qu'on voit pas assez souvent. Je pense qu'à peu près, il y a 80% des managers qui ne font pas correctement leur boulot dans les entreprises, et les 20% restants devraient peut-être effectivement s'appuyer sur ce que j'ai vu de Pascal. Pascal, les 3 points clés, c'est 1, il a une vision inspirante de l'avenir. C'est-à-dire qu'il dégage du positif et il donne de la visibilité. Il en parlera mieux que moi quand il s'est agi, quand il a repris l'équipe de Toulouse. L'équipe ne mettait pas un pied devant l'autre, il a réussi à les transformer, à leur faire croire au sens noble du terme qu'ils allaient gagner, qu'ils avaient un niveau pour jouer la Champions League. J'ai interviewé des joueurs qui m'ont dit, avec Pascal Duprat, on était vraiment persuadés d'avoir le niveau de champion d'Europe. Le deuxième point qui est très atypique, alors qu'il n'a pas du tout cette image-là de l'extérieur, parce que les médias ont une loupe grossissante, c'est un amoureux. Il n'a pas l'air comme ça, hein. C'est un amoureux, c'est-à-dire qu'il aime ses joueurs, surtout quand ses joueurs les emmerdent. Parce que c'est facile d'aimer les gens quand ils sont gentils avec vous, mais quand ils vous emmerdent, c'est plus compliqué. Donc il y a un joueur qui est souvent cité dans le bouquin, qui lui fait des coups pendables, on en parlera tout à l'heure, il s'appelle 59-59, parce qu'il arrivait à l'heure, mais 59-59, juste une seconde avant. Et il se trouve que ce joueur-là, qui a beaucoup pensé, à un moment, on lui a dit « je t'aime comme un fils ». Alors pourtant, il l'emmerde sacrément. Et le troisième point, ça c'est une évidence, mais il le dira mieux que moi, Pascal Duprat, c'est l'exigence. C'est l'exigence. Moi, il me raconte
Il y a des joueurs qui doivent faire des sprints sur 10 mètres et qu'à 9 mètres 50 ils s'arrêtent. Et les joueurs, ils les engueulent comme du poisson pourri parce qu'ils souhaitent qu'ils courent 11 mètres. Pascal Duprat, c'est l'exigence, c'est faire un peu plus tous les jours. Et donc ça, si on avait ça dans les entreprises, elles se porteraient sacrément mieux. Merci. Voilà. Alors, comment voyez-vous l'évolution du rôle de coach depuis vos débuts? En fait, l'évolution, enfin, en tout cas celle que j'ai vue, elle dépend aussi du niveau auquel j'ai entraîné. Quand j'ai commencé à entraîner au FC Gaillard, j'étais tout seul. Je faisais la préparation athlétique, je m'occupais des gardiens, je m'occupais de l'équipe. Je m'occupais de conduire un des minibus pour amener l'équipe dans les déplacements. J'arbitrais les oppositions pendant les entraînements. J'allais chercher la flotte, je traçais les terrains. Voilà, j'allais voir des sponsors. Je réveillais mon président de l'époque qui me semblait endormi. Je faisais beaucoup de choses. Mais c'est parce que le niveau le réclamait. Et ensuite, avec le temps, j'ai aussi évolué grâce à cela. Parce que quand j'ai débuté à un bon niveau, je vais dire en national, j'avais des adjoints, mais je les cantonnais au rôle de porteur de quilles, parce que je n'avais pas confiance en eux. Et c'est là une première erreur que j'ai plus jamais commise depuis. Un de mes principes de management, c'est de respecter tous ceux qui m'entourent, et surtout de considérer que tous les adjoints, donc les adjoints au foot, préparateur de gardien de but, le préparateur physique, son adjoint, les adjoints numéro 1 et 2 qui animent les séances, c'est de considérer que ce sont des spécialistes, donc ils sont bien meilleurs que moi. Moi, j'interviens comme un généraliste. Donc les respecter, leur donner entre guillemets, les pleins pouvoirs, les encourager sans cesse, et aussi montrer aux joueurs que j'ai une confiance absolue en mon équipe d'encadrants. Donc depuis, avec le temps, mon management s'est amélioré, je pense. En tout cas, est plus aujourd'hui tourné vers un management collectif, avec un groupe d'intervenants. J'ai ici un diététicien qui est savoyard comme moi, qui m'a fait perdre du poids, entre guillemets. Ça a duré 3 ans, je reprends un peu, donc on se reverra parce que ça m'a coûté un saladier. C'était prévu pour que je ne reprenne plus. Non, Michel, par exemple, a intervenu à l'ETG aussi à Toulouse, parce que je l'ai fait venir avec moi. Il faut savoir qu'à Toulouse, si les joueurs et si le club avait voulu nous suivre dans ce qu'on mettait en place à ce niveau-là, Michel allait dans les familles, faisait les courses avec les joueurs et leurs femmes, leur montrait comment s'alimenter bien sûr, mais aussi comment cuisiner. Donc beaucoup de choses ont évolué dans le football aujourd'hui. Il y a, à mon avis, en France en tout cas, il y a un domaine et un paramètre qu'on ne maîtrise pas encore assez, qu'on néglige, c'est l'aspect psychologique. On a affaire à de jeunes joueurs qui subissent des pressions énormes, jouer devant 20 000, 30 000 personnes, jouer devant les caméras, se faire, évaluer toutes les secondes. Il n'y a que le sport professionnel pour ça. Donc, dans d'autres pays, en Allemagne notamment, dans le bus des joueurs monte systématiquement un psychologue. J'espère qu'un jour, ça sera le cas en France. Question de moyens, certainement. Maintenant, on va aller sur le coaching de l'équipe. Dans le bouquin, vous notez une difficulté à concilier le temps long de la maturation et de la progression des jeunes joueurs avec la culture du résultat immédiat, quasiment instantané. Alors, comment faire, et ensuite, comment faire en entreprise? Je commence. En fait, le métier d'entraîneur, c'est un métier extrêmement précaire, puisque vous devez faire progresser des joueurs, mais surtout obtenir des résultats. Et si vous n'obtenez pas de résultats, très vite on vous juge. Voilà. Quand vous n'obtenez pas de résultats, fatalement, votre compétence est tout d'un coup contestée. Si je prends le cas du TFC, au TFC, j'ai coaché pendant 2 ans l'effectif le plus jeune d'Europe. 21 ans et 8 mois. Il n'y a pas un club en Europe qui présentait un effectif aussi jeune. Donc qui dit jeunesse dit apprentissage. Voilà,
la moyenne des matchs disputés par joueur au TFC était inférieure à 38, inférieure à une saison. Donc, comment voulez-vous être performant sur la durée quand l'équipe est jeune? La moindre des choses, c'est de faire preuve de patience. Tant les dirigeants, quoique, ils ont toujours fait preuve de patience, en tout cas avec moi. Et malheureusement, c'est là un des axes qu'il va falloir que je travaille à l'avenir. J'ai failli dans mon rôle de manager parce que j'ai voulu être trop exigeant. Je voulais obtenir des résultats plus vite que mon président, en fait. Et j'en veux pour preuve le premier match que l'on dispute cette année à Monaco. À Monaco, on perd 3-2, donc c'était bien sûr le champion en titre. C'est le premier match d'ouverture. L'honneur pour Toulouse de disputer le premier match en avant-première, puisque c'était le vendredi soir. On perd 3-2, et à la fin du match, mon président, il a tapé dans la main des joueurs en disant que c'était bien. Donc quand vous êtes coach et que vous perdez les matchs, si votre président il commence à dire que c'est bien, vous êtes en difficulté fatalement. Voilà donc ce que je considère. Je ne me rappelle plus votre question, je me suis un peu égaré. On parlait donc bien sûr de management et toujours de management. Comment est-ce qu'on peut considérer justement le temps long, la progression des joueurs et le temps court du résultat immédiat? On est obligé de faire avec. Donc encore une fois, c'est avoir le sentiment de faire progresser des joueurs, c'est le prolongement de notre rôle d'éducateur. Parce qu'on dit d'un éducateur, celui qui s'occupe des jeunes, et l'entraîneur, celui qui s'occupe des jeunes encore, mais seniors. Je pense que la mission d'éducateur ne vous quitte jamais quand vous êtes entraîneur. Malheureusement, il faut faire avec l'exigence du résultat. Voilà. Alors sur l'entreprise, c'est un peu différent parce que la pression du résultat pour un club de foot, c'est toutes les semaines et c'est assez rare que dans l'entreprise, on ait une pression toutes les semaines. Mais par contre, pour répondre à la question comment concilier temps court et temps long, je vais vous prendre une métaphore. Il y a pas mal de 4x4 dans la région de voitures de SUV, des voitures de 2 tonnes, 2 tonnes 5. Imaginez-vous, on met la voiture comme ça à la verticale. Vous mettez la voiture à la verticale. Comment on pourrait faire tomber cette voiture d'une simple pression de doigt? Essayez avec le doigt, ça ne marchera pas, une voiture de 2 tonnes 5. Par contre, si vous prenez 14 dominos, l'un par rapport à l'autre, qui tombent les uns sur les autres, le 14e fait tomber la voiture de 2 tonnes 5. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Je vous raconte cette histoire parce que tout simplement, dans l'entreprise, ce qu'on veut, c'est on veut aller vite, on veut changer, et c'est les fameux plans de transformation, de changement, etc. Et en fin de compte, on veut tout de suite faire qu'il y ait un changement brutal d'un coup. Et en fin de compte, ça ne marche pas. Donc moi, la morale de cette histoire, c'est que concilier le temps long et le temps court, c'est avant d'avoir des résultats, on ne peut pas avoir des résultats tout de suite, parce que ça prend du temps, il faut avoir des plans d'action. Et c'est la somme des petits plans d'action, on reprend la métaphore du foot, c'est les gammes du footballeur. Dans l'entreprise, il y a des gammes à faire, et si tu fais tes gammes régulièrement, au bout d'un moment, au bout de 3 mois, 4 mois, tu vas réussir à faire des trucs incroyables, et notamment faire tomber une voiture de 2 tonnes 5 que tu ne peux pas faire une simple pression de doigt. Alors maintenant... Je ne la connaissais pas celle-là. J'aime bien la raconter. C'est avéré? Oui. Oui, j'ai des vidéos. Si ça vous intéresse, vous montrerez les vidéos. Dans la même veine, comment faire un équilibre entre le collectif, qui est une notion très importante chez vous, et une gestion des joueurs qui sont de plus en plus individualistes, et c'est valable aussi pour l'entreprise? Ouais, là, c'est l'évolution du sport, l'évolution du football en particulier, mais aussi l'évolution de la société, parce que tout est fait pour qu'on devienne égoïste. Voilà, donc, le footballeur n'échappe pas à la règle, loin s'en faut. Néanmoins, c'est toujours le collectif qui fait briller les individualités, non l'inverse. Et je dois reconnaître que c'est la difficulté majeure du manager dans le sport collectif professionnel. C'est pas tant difficile de construire des séances d'entraînement avec aujourd'hui la multiplicité des techniciens qui sont autour du manager général d'un club. C'est facile de construire des séances aujourd'hui, des séances qui permettent aux joueurs de progresser. Et aussi des joueurs qui les motivent, parce que si vous êtes rébarbatif, très vite les joueurs vous sanctionnent.
Le plus difficile, c'est de réussir à faire vivre et jouer ensemble des individualités avec des égos plus ou moins surdimensionnés. Et je dois reconnaître que cette saison à Toulouse, personnellement, j'ai échoué. Une équipe sur le papier composée de très très bonnes individualités, mais aucune sincérité dans le vestiaire. Aucune sincérité, incapable de se dire les choses entre eux. Alors dû certainement au fait qu'ils sont très jeunes pour la plupart, mais à mon avis, dû aussi au fait que pour cet effectif-là, les 4 ou 5 joueurs d'expérience que nous avons recrutés ont failli à leur rôle, à leur tâche, parce qu'ils étaient encore plus égoïstes que les jeunes joueurs. D'où la difficulté pour un coach de faire vivre tout le monde ensemble et de faire courir tout le monde ensemble. Ouais. Parce que quand les efforts sont désordonnés, c'est pour ça que notre sport est magique, quand les efforts sont désordonnés, le rendu est toujours médiocre. Quand les efforts sont simultanés, sont faits par l'ensemble, sont faits de manière cohérente, alors on dit là du coach que c'est un très bon technicien et que son équipe joue bien. Moi, je vais partager avec vous une anecdote que m'a raconté Pascal, qui va répondre à la question. C'est quand tu étais à Toulouse, il y a pas mal de nouveaux Savoyards qui venaient te voir et qui, à la fin du match, te remettaient des produits locaux, régionaux, notamment le reblochon, forcément. Et donc, l'anecdote est intéressante parce que Pascal, il aime le reblochon, mais plutôt que de le garder pour lui, tu le passais à ton président. Et donc, c'était de la manipulation, je ne l'avais pas vu. Ça va casser mon histoire. Donc, c'est pas ça. Hein. Et donc l'idée, c'est d'être généreux. Et en fin de compte, dans l'entreprise, quand vous avez un manager généreux, cet exemple positif se diffuse. Et donc, à partir du moment où on est sympathique, à partir du moment où on est bienveillant, un patron disait que tous délégués sauf l'exemple. Vous suivez l'exemple d'en haut, si l'exemple d'en haut n'est pas terrible, en bas, ce ne sera pas terrible. Je peux aussi prendre quelques exemples. Je vais en prendre 2 pour vous montrer. Dans le bouquin, je vais me faire allumer pour ça, je trahis quelques secrets de vestiaire, mais c'est 1/1000 des secrets. On n'a pas tout dit. Ouais, c'est 1/1000 des secrets de vestiaire, parce que si j'avais dû tout dire, Bon, on se reprocède. on serait pas bien. Quand je suis arrivé à Toulouse, les joueurs se faisaient masser par des kinés avec le téléphone à l'oreille. Quel respect pour le type qui est là pour te réparer les cannes, pour faire en sorte que tu récupères plus vite, donc par voie de conséquence que tu performes mieux. Donc bien sûr, la première mesure que j'ai prise, c'est de dire aux joueurs, vous laissez le téléphone dans la voiture, il n'y a pas de téléphone dans le centre d'entraînement. Ainsi, ça a créé des liens avec les kinés, 4 kinés qui toute la journée sont en train de masser 30 mecs avec le téléphone, salut chérie, comment tu vas, ou qui sont en train de jouer au, je sais pas quel jeu, là, qui abrutit intellectuellement la nation. Pardon pour s'il y a Des gars qui vendent des s'il y a des gars qui veulent. Ouais. Et le deuxième exemple, c'est que dans mon staff, qui comprend aussi le staff médical, je me suis aperçu qu'il y avait 10 personnes qui ne touchaient pas de prime de match. Donc le mec qui masse, le toubib, un de mes adjoints qui est là pour faire courir les joueurs, pour les athlétiser, 10 de ces personnes-là ne touchaient pas de prime de match. Donc moi, j'ai demandé à mon président, j'ai opposé une fin de non-recevoir. Il m'a dit, bon, on passe à autre chose. Je suis allé voir les joueurs. Et je leur ai dit, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Je suis entraîneur et par contrat, je touche double prime. Je donne le double de vous, mais on donne tous un pourcentage. Ça, c'était la première année. Et je laissé le temps de la réflexion. Et le lendemain, le capitaine, qui s'appelait Martin Braithwaite, il est venu me voir. Il m'a dit, coach, on est d'accord, 15%. Voilà. Je suis le seul entraîneur en France qui a fait sortir du fric, du porte-monnaie des footballeurs professionnels pour des toubibs, des kinés et des intendants. Voilà, je suis fier de ça. Non. C'était au black, donc je ne pouvais pas le balancer non plus. Donc toujours la même veine. Comment concilier l'attitude positive et les mauvais résultats pour les joueurs? Là encore une fois, c'est mon avis, mais c'est mon avis tiré de mon expérience. Je pense que si j'ai...
la fraîcheur mentale, la fraîcheur physique est prépondérante pour coacher. Et je pense qu'à l'avenir, les coachs devront passer par des périodes, des années sabbatiques pour se ressourcer. Parce que c'est un métier qui vous ronge, c'est un métier qui va bien plus loin que votre ego. Ça touche votre famille, ça touche vos gamins. Moi, j'ai des gamins qui ont 30 ans passés, presque 30 ans. Ils sont impactés par mon parcours, par mes résultats. Voilà, vous êtes dans une machine à laver du premier jour jusqu'au dernier. Vous avez tout à penser. Vous avez 30 joueurs, vous avez 20 membres du staff. Vous avez votre président, vous avez les supporters, vous avez les types dans le même club qui ne rêvent que d'une chose, c'est de vous piquer votre place. Je ne suis pas parano, mais c'est comme ça que ça se passe. Vous avez les journalistes, vous avez les consultants. Vous subissez une pression tous les instants. Et en fait, il faut toujours être à la pointe, il faut toujours être frais, il faut toujours avoir le sourire. Et surtout, le plus dur, il faut toujours masquer ses doutes. Parce qu'il n'y a pas une personne qui doute plus que l'entraîneur. Et seulement, il ne faut pas le montrer aux joueurs. Parce qu'il ne faut jamais faire un aveu de faiblesse devant eux, en fait. Donc ça, c'est quelque chose, c'est extrêmement difficile à juguler tout au long d'une saison. Et j'explique aussi mes résultats au-delà du fait que mes effectifs à Toulouse sont allés décroissants. C'est que la première année, quand on maintient l'équipe, j'ai une vraie équipe de Ligue 1 qui doit normalement finir dans les 6-7 premiers si elle ne s'endort pas. La deuxième année, j'ai une équipe qui est 32 fois dans les 10 premiers, mais qui finit 13e. Déjà, là encore, une équipe conséquente. Et puis cette année, une équipe qui est de moins bonne qualité. En 3 ans, j'ai eu des effectifs qui sont un peu affaissés, parce que le TFC est aussi un club qui doit vendre pour exister. Ça, c'est un paramètre qu'il faut aussi comprendre, difficile à comprendre pour les amateurs de foot, mais réel quand vous faites partie d'un club de foot. 30 millions ou 35 millions de budget pour le TFC, chaque année ils vendent pour 10 millions ou 12 millions, pour équilibrer, tout simplement. Donc la fraîcheur, c'est la condition sine qua non pour être bien et pour bien entraîner, à mon avis. Alors, toujours dans la même veine, comment sanctionner les joueurs quand ils font des fautes? Tu veux que je réponde? Alors il y a plusieurs choses. Il faut faire la différence entre l'erreur et la faute. L'erreur, elle est technique et s'accompagne d'un geste pédagogique, c'est un contrôle raté, donc là il faut répéter ses gammes. Et après, on en parle dans le bouquin, on suit notamment un joueur qui a énormément de talent et qui fait des erreurs répétées et se met à la faute, c'est Gianni Imbula. Il se trouve qu'à un moment, il ne supporte pas que son coach le sorte à la 60e minute d'un match, parce qu'il a très peu couru. Et en fin de compte, il rentre directement au vestiaire et il rentre chez lui. Et donc là, c'est vraiment une logique de faute. Et si effectivement le coach ne sanctionne pas ce joueur, il se met en difficulté vis-à-vis de tous les autres joueurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas de règles. Si les joueurs ne respectent pas les règles et qu'il n'y a pas de sanction, ça veut dire que tout est possible. Et donc là, il faut vraiment faire la différence entre le comportement et la faute est comportementale et l'erreur et technique. J'aime bien étudier au-delà de la qualité des matchs prodigués par ces équipes-là, mais j'aime bien étudier tout ce qui se passe dans les grands clubs, de l'organisation générale de ces clubs-là jusqu'aux techniques, jusqu'à l'équipe. Il n'y a pas de grande réussite tant qu'il n'y a pas une protection de l'institution. Si on prend le cas du garçon, Gianni Imbula, bon, c'est un garçon donc, que j'ai recruté, à qui je promets d'avoir du temps de jeu en Ligue 1, parce que c'est un garçon qui a d'un talent fou, mais depuis 2 ou 3 ans, il se perd en Angleterre, donc il vient chez nous, il accepte. Moi, je suis obligé de tenir ma promesse. Je l'ai engagé parce que je lui ai promis du temps de jeu. Donc là, ça paraît même presque anachronique, parce que je fais fi alors des progrès des autres. Mais toujours est-il que j'ai promis à Imbula donc de jouer plus souvent qu'à son tour. Et il se trouve qu'un match, je le sors à 20 minutes de la fin, et donc il file tout droit au vestiaire. Et quand on arrive à la fin du match, il n'est plus là, il est rentré chez lui. Voilà. Si une institution en tant que telle se respectait,
C'est pas le coach qui aurait dû intervenir, là. C'est la direction. Or, si j'interviens pas, personne n'intervient. Donc, si personne n'intervient, qu'est-ce qui l'empêche de refaire la même chose ou pire la fois suivante? Le problème des clubs, bien souvent, se situe là. Les clubs sont pris en otage parce que les joueurs représentent un actif. Parce que j'ai aimé à Toulouse, et nous avons eu un incident, c'est la première fois en 50 ans de football que je voyais ça, un joueur qui frappe un entraîneur, et le président Sadran, alors que ce joueur représentait un actif pour le club, et il l'a viré. Aujourd'hui, il a signé à Naples, gratuitement. Bon, il n'a pas joué, mais toujours est-il que le président a eu la force de s'en priver. Bien lui en a pris parce qu'il a frappé le docteur du club dernièrement à Naples. Peut-être meilleur dans la catégorie boxe que foot alors. Bon, maintenant, on va enchaîner sur la communication. Alors, vous êtes révélé, on va dire, au public lors de vos conférences de presse, souvent mythiques, je dois dire. Et à qui vous adressez en fait quand vous êtes en conférence de presse? En premier lieu aux joueurs, parce que quand je leur parle, je ne suis pas sûr qu'ils m'entendent. Quand je leur parle chaque jour, je ne suis pas sûr qu'ils m'entendent. Par contre, je suis certain d'une chose, c'est que mes conférences de presse, ils les dissèquent. Parce qu'ils savent que entre eux et moi, il y a beaucoup de monde qui va entendre ce que je dis. Donc ils sont très attentifs. Voilà, je fais passer les messages comme ceci. Après, c'est ma manière de manager, de communiquer. Je ne dis pas que c'est la meilleure, hein, mais c'est la mienne. Et puisque c'est la mienne, ben, moi je fais avec mes idées, j'ai toujours fait avec mes idées. Et d'ailleurs là, en termes de communication, on ne peut pas me prendre à défaut, parce que en fait, j'ai seulement deux véritables amis, qui me sont extrêmement chers. D'ailleurs, l'un d'entre eux est aujourd'hui à l'hôpital, il vient de se faire opérer. J'irai le voir vite en sortant. Il n'y aurait rien de pire pour moi que mes deux amis qui me connaissent donc depuis longtemps, qui m'ont connu au bar des sports à Marna, tenu par ma maman, lors de parties de baby-foot endiablées. Il n'y aurait rien de pire qu'ils me disent un jour, putain, t'as changé, t'as chopé le cigare, quoi. Voilà, donc moi je suis simplement, avec mon caractère, face à la caméra, comme je le suis avec mes amis. Alors ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. C'est pas très grave en fait. Et puis je me dois d'avoir le respect pour l'amoureux du football, le passionné de football. Je me vois pas dire devant les caméras, mon équipe était très bien en place aujourd'hui. Nous avons fait le maximum. Voilà, les discours qui ne veulent rien dire, où on ne donne rien en fait aux personnes qui réclament et qui payent pour venir voir ce spectacle. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi quelques petits messages pour les arbitres? Oui, mais les arbitres sont beaucoup améliorés, notamment les assistants. Les assistants depuis quelques années. C'est dur, hein, vous savez, de regarder la ligne du hors-jeu, c'est impossible. L'impact du ballon et la ligne du hors-jeu. Voilà. À moins d'avoir un strabisme aigu, c'est pas possible. Donc ils se sont vraiment améliorés. Après, comme tout passionné, il m'arrive de gueuler après les arbitres. Je sais que c'est pas bien d'un point de vue pédagogique, tout simplement. Mais bon, moi j'aime le rugby. À Toulouse, j'ai sympathisé avec Hugo Mola, l'entraîneur, et je lui faisais souvent cette réflexion-là. Les rugbyman, ils passent pour des polis, propres sur eux. Voilà, ils contestent jamais, mais il m'arrive quand même de regarder les matchs de rugby et je m'aperçois de plus en plus, au rugby ça conteste aussi. Ils ont aussi, c'est un sport merveilleux, mais ils ont un avantage par rapport à nous, c'est qu'ils peuvent se filer des pains dans la gueule et tout le monde applaudit, y compris l'arbitre. Nous on ne peut pas ça. On ne peut pas, s'en prendre physiquement et violemment à son adversaire. Encore que, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous là. De par le passé, on assistait à des attentats en règle sur les terrains. Voilà, moi, j'ai eu le redoutable honneur de jouer mes premiers matchs alors que Domenech était arrière droit. Domenech, il ne pourrait plus jouer aujourd'hui. Hein. Il jouerait 30 secondes. Et au bout de 30 secondes, il se ferait expulser. Donc ça s'est quand même beaucoup amélioré, beaucoup passagé. Aujourd'hui, il y a de l'impact, bien sûr. Il y a de l'impact parce que les joueurs sont préparés physiquement.
toujours sur l'aspect communication, est-ce que vos causeries, qui sont aussi très mises en avant, est-ce qu'elles sont très travaillées? Et est-ce que vous avez développé cette capacité au fil des années? C'est un des paramètres de notre métier, mais des causeries, on en fait tout le temps, on n'en fait pas qu'une. Il n'y a pas que celle de 17h avant le match, qui celle-ci est plutôt une causerie motivationnelle, en fait. Elle sert à motiver les joueurs, leur donner la barbe. Alors, il y en a qui s'en servent, d'autres pas. Il se trouve qu'il m'arrive de m'en servir. Travailler, structurer, c'est sûr. Travailler, non. Penser la veille, penser pendant la semaine. Voilà, moi je ne prends pas beaucoup de notes. Pour ce qui est des causeries, c'est assez spontané. Alors, il y en a une qui a été rendue célèbre parce que Canal+ l'a diffusée. Mais bon, c'est pas la meilleure que j'ai faite. Hein. J'en ai fait des très bonnes, j'en ai fait des mémorables. Voilà. Moi j'ai des souvenirs incroyables. Et ces souvenirs, ce sont les joueurs qui me les ont remémorés. Quand le TG est monté en Ligue 2, j'ai reçu 480 messages sur mon téléphone. Des SMS de joueurs que j'avais coachés depuis 91. 480 SMS. Et ils me disaient tous la même chose. Tu nous l'avais dit que le club serait un jour professionnel. Voilà, ça c'est un redoutable honneur pour moi. Ça veut dire que mes causeries elles ont payé puisque notre club a gravi les échelons pour intéresser des sponsors aussi prestigieux que Danone. Comment faites-vous pour justement toujours la communication avec des équipes de plus en plus cosmopolites? Il faut maîtriser au moins une autre langue. Moi j'ai bossé 20 ans aux Nations Unies, donc je parle anglais, c'est la langue la plus parlée dans le monde, donc tous mes joueurs me comprennent. Et puis aussi là aussi, quand je parlais de protection de l'institution, alors il y a des clubs, c'est le cas à Toulouse, où les joueurs étrangers ont l'obligation de suivre des cours. Hein. Donc ce qui veut dire qu'au bout de la langue qui est généralement utilisée dans le championnat de France doit être le français, puisque nous sommes en France. Donc on les oblige à prendre des cours. Au bout de 3 mois, ils comprennent quasi tout. Je vais avancer maintenant. Il y a le tournant en janvier, le tournant du match de Montpellier, et donc les raisons de votre arrêt d'entraîneur du TFC. Bon, je ne vais pas trahir un secret. Il y a plusieurs raisons, mais la raison principale, simplement qu'en janvier, j'ai fait un nouveau malaise. Voilà. En fait, à Toulouse, je porte en moi les stigmates indélébiles de mon passage à Toulouse. Quand je suis arrivé à Toulouse, j'ai fait une syncope, 3 jours après mon arrivée. Et de cette syncope, le grand public ne le sait pas. Et moi, aujourd'hui, j'ai un défibrillateur sous le bras, là. Je vis avec ça. Et quand, par exemple, à Rennes, je prends un avion en papier sur la tête, je pense que je fais une rupture d'anévrisme. Parce que je suis dans un état où il m'arrive de psychoter. Voilà, mon premier accident cardiaque, c'est à 39 ans. Donc. Je ne suis pas Bernie, hein, mais je suis toujours en vie, je suis là. Donc un défibrillateur, ça c'était pour ma signature à Toulouse. Et puis il se trouve que je l'avais oublié, que j'avais un défibrillateur. Et un jour, je suis allé faire du badminton cet hiver avec un copain, parce que moi, toute ma vie, je serais compétiteur, ça me plaît. Et mon défibrillateur, il a matché. Donc j'ai pris une décharge, je me suis retrouvé à 15 mètres derrière, et il a fallu que j'aille à l'hosto. Donc quand on m'a dit qu'il fallait que je me fasse opérer assez rapidement, la défaite de Montpellier m'avait gonflé, l'attitude de mon président pour la première fois m'avait fatigué, alors que c'est une personne merveilleuse, mais il reprenait mes propos dans les vestiaires. Je donnais un conseil à un joueur, 2 secondes après, il lui donnait le même conseil. J'ai pris ça comme une marque de défiance, donc on s'est vu un lundi matin, on était là pour boire le café tous les deux, puis de fil en aiguille, à un moment donné, je lui ai dit, écoute, moi j'ai envie de m'arrêter. J'ai envie de m'arrêter parce que j'ai des problèmes de santé. Et je ne me sens pas être capable de maintenir l'équipe. Il reste 16 matchs, mettez quelqu'un d'autre et l'équipe se maintiendra. Voilà, donc j'ai fait fi de ma carrière où j'ai préféré privilégier sur le coup ma santé. Depuis, je me suis fait opérer 2 fois et je suis prêt à reprendre. Voilà, je suis prêt à reprendre mon métier d'entraîneur parce que les cardiologues m'ont dit que je pouvais reprendre. S'ils m'avaient dit que tu ne reprends pas, je n'aurais pas repris.
je vais peut-être bosser chez vous, là, dans la librairie, j'aime bien lire. On va peut-être trouver du job, j'aurais pu faire 2-3 clients de plus, parce que j'ai l'âme de commerçant. On cherche un directeur, hein, donc je vous dis ça. Pour bien comprendre son métier, il faut commencer au bas de l'échelle. Je crois beaucoup à ça. Il faut tout voir de l'entreprise pour ensuite être extrêmement performant. Donc avant d'être directeur, je serais au rayon pour vendre des bouquins. Mais franchement, il n'y a pas de sous-métier. Donc à partir de ce moment-là, le livre change de biais. Et donc, dans quelle direction est-ce qu'il a été entraîné un peu par la force des choses? Alors, c'est une question qu'on s'est posée avec l'éditeur. Effectivement, au mois de janvier, moi j'étais à l'étranger pour mon boulot, j'étais à Oslo, puis j'ai des alertes parce que faut le surveiller. Dès qu'on est en dehors de France, il se passe des choses avec lui. Donc j'ai reçu une alerte comme quoi la brève du club, comme quoi ils avaient décidé de mettre fin à leur collaboration. J'ai pas réussi à le joindre tout de suite, donc ça m'a un peu inquiété. Je me dis qu'est-ce qui se passe et Il est mort. Ouais, voilà, je me suis dit qu'est-ce qui est arrivé, non? Donc, et je l'ai eu le lendemain, et donc s'est posé la question de savoir si on arrêtait le bouquin à ce moment-là, et on le sortait plus tôt. Et puis en fin de compte, ce qui était intéressant, et c'est le dernier tiers à peu près du bouquin, ça s'appelle le rebond. Et donc l'idée c'est de se dire, déjà de regarder tout le parcours, parce que c'est pas parce qu'on a échoué et qu'il en a eu marre à un moment donné sur un petit bout de saison, sachant que faut bien avoir en tête qu'en 91, il a pris une équipe qu'il a emmenée de la 8e division, l'équivalent de la 8e division, à la première division, le TG. Donc en 2016, il a réussi à sauver un club, Toulouse, qui devait finir en Ligue 2, et cet exploit n'a jamais été réalisé depuis 1945. Et donc l'idée, c'est de se dire, on va écrire sur la réussite de Pascal et surtout l'échec, et comment on rebondit après l'échec. Et il y a eu un travail assez profond en termes d'analyse sur les raisons de l'échec. Et d'ailleurs, il les a trouvées facilement. En discutant, on en a trouvé d'autres. Et puis surtout, l'idée, c'est de ne pas s'auto-flageller. C'est pas un bouquin de psychanalyse où on se dit il a mal fait. Si c'était à refaire, tu en parleras d'ailleurs, il y a des choses que tu referais différemment, sachant que, n'ayez aucun doute, il retrouvera un job d'entraîneur et ce qu'il a appris à Toulouse le rendra forcément meilleur. En fait, la première chose que j'aurais dû faire, c'est de partir au bout de 10 matchs. Mais je suis trop honnête pour le faire. Donc, une fois le maintien assuré, j'aurais dû m'en aller. Parce que là, j'avais multiples possibilités. La deuxième erreur que je ne referai plus, c'est après ma deuxième année à Toulouse, je dois m'en aller encore une fois. Mais j'ai trop d'honneur. Voilà, j'ai trop de respect pour les gens qui m'ont employé. Et je reste à nouveau. Donc ça, c'est des erreurs que je ne commettrai plus. Parce qu'il me reste peu de temps, en fait. Moi, j'ai envie d'arrêter à 60 ans. Si j'ai la chance d'entraîner jusqu'à 60 ans, après, j'arrête. Voilà. Je veux retourner dans mon village. Je vais essayer de vivre les dernières années qui me restera à vivre. Parce que bon, je sais très bien qu'il ne me reste pas beaucoup. Hein. Au moins que je sois touché par la grâce. Mais à mon avis, voilà, ça va vite arriver pour moi. Et donc j'ai envie de me reposer, j'ai envie de profiter de mon pays, parce que j'aime mon pays. J'ai envie de me lever le matin, avoir la satisfaction de rien avoir à faire. Ça doit être bien de rien avoir à faire. Il y a 2-3 retraités dans la pièce, quand on a mérité ce repos salvateur, ça doit être super. Ça ne veut pas dire pour autant que vous n'avez rien à faire, parce qu'il y a tellement de choses à faire quand on est à la retraite. Parce qu'on a l'ouverture d'esprit, en fait. Donc ça, c'est les erreurs que je ne commettrai plus. Après... si j'avais le choix, je choisirais des clubs qui sont structurés en termes d'infrastructure. Parce que pour progresser, il faut avoir des outils pour travailler dans ce domaine du football professionnel qui est un domaine de pointe. Il faut avoir des installations dignes de ce nom. Et il se trouve qu'à Toulouse, les installations sont complètement obsolètes. Tous les jours, vous devez redoubler d'imagination pour faire considérer à des joueurs de foot qui sont dans un centre technique de pointe, alors que leur vestiaire est traversé de temps à autre par des souris. Le bain, il y a Michel qui est là, il peut le dire, hein. Je ne dis pas de bêtises. Hein. Le bain bouillonnant, c'est un bouillon de culture en fait. Donc si tu rentres dedans, tu ressors, tu as le tétanos. Donc tu gueules après les joueurs, tu leur dis mais comment ça se fait que vous n'allez pas dans le bain pour la récupération? Parce que c'est insalubre, tout simplement, c'est pour ça qu'ils y vont. Donc ça, c'est une deuxième erreur que je ne referai pas. Et puis la troisième chose, c'est que
j'ai manqué de patience parce que je suis tellement... Quand je dis ambitieux, ça voudrait dire... C'est péjoratif. Je suis perfectionniste, j'ai envie d'y arriver. C'est aussi me démontrer... je gagne un match sur 3 depuis que je suis chez les pros, donc c'est pas assez. Je voudrais en gagner plus. Pour en gagner plus, il faut que je coache mieux, certes, mais aussi que je dispose de joueurs professionnels qui ont envie de progresser toutes les minutes, tous les instants, chaque fois qu'ils pénètrent dans le centre d'entraînement, mais également chaque fois qu'ils remontent dans leur voiture pour aller chez eux, qu'ils considèrent que la carrière elle est courte, on a beau gagner très vite de l'argent, ce qui compte aussi c'est de se faire un palmarès, de se construire un palmarès. Donc je me bats pour ça, et malheureusement quelquefois mon discours heurte certainement les sportifs et les joueurs professionnels. Donc faire preuve davantage de patience, et puis aussi savoir me mettre au repos une saison de temps à autre. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, si t'es pas frais et dispo, c'est très difficile. Et ça se voit aussi. Les joueurs le remarquent quand vous êtes fatigué. Donc ne pas hésiter à prendre des périodes sabbatiques. Donc là, moi, celle-ci, elle est naturelle. Là. Elle va durer un peu. En fait, il y a aussi ce truc-là, c'est quand on est passionné, on se dit, quand on arrête, bon, quand j'ai arrêté en janvier, c'était pour ma santé, j'avais des opérations en perspective. Mais une fois que je me suis requinqué, je me suis dit, ça me manque le foot. Ça me manque. Ils m'ont fait chier depuis des années, mais ça me manque de coacher des joueurs de foot. Donc ça manque tout le temps. Ce qui apparaît clairement dans le bouquin, j'espère que vous y serez sensible, c'est que vraiment c'est un métier... moi au début je pensais que c'était un métier vachement sympa d'être entraîneur, on fréquente des gens super sympas, des vedettes, des gens connus, mais en fin de compte au fur et à mesure que j'écrivais avec Pascal, c'est un métier moi que je détesterais faire parce qu'il y a une pression incroyable et il y a des moments, les discussions qu'on avait le dimanche matin ou le dimanche à 18h après une défaite, c'était vraiment des moments de désespoir, quoi. C'était vraiment, j'en avais de la peine pour lui, j'ai même fait des cauchemars dans la nuit du dimanche au lundi matin en pensant à ce qui lui était arrivé, ça me touchait parce qu'il y avait forcément une proximité. Et ce qui est, pour terminer sur une note optimiste, que je ne voudrais pas plomber l'après-midi, mais ce qui était incroyable, c'est que le lendemain, il repartait en scène avec ses lunettes roses, il était sympa, il était souriant, mais c'est vraiment, on peut pas se rendre compte, sans en avoir côtoyé plus de 90 fois, que c'est ce métier de coach de haute compétition, c'est un métier usant et je ne sais pas comment, toi je le sais, mais tes collègues, comment ils font pour survivre. Bon, on a en ce moment l'exemple, Zidane, il est sur le toit du monde, il vient de gagner 3 Champions League d'affilée, il arrête. Mais parmi les raisons, j'ai pas eu le loisir et la chance d'échanger avec Zidane, il y a 2 choses qui transpirent. La première, c'est que malgré le fait qu'il ait gagné 3 Champions League, au mois de février, il s'est fait épingler par la presse, on le mettait presque à être remercié. Il s'en est fallu d'un rien pour qu'il soit remercié. Donc même Zidane, qui est la référence en tant que footballeur et aujourd'hui en tant que coach, même lui, il est contesté. Et certainement aussi, sa grande capacité, son intelligence, c'est de se dire que ne pourra plus, certainement, on ne peut pas gagner une 4e Ligue des Champions consécutive. Bon, il a beau être touché par la grâce, et à un moment donné, ça s'arrête. Donc il faut qu'il s'arrête maintenant. Aussi peut-être pour se ressourcer, parce que le métier est difficile. Voilà. Mais il y a pire comme métier. Il y a pire. Je vous prends un exemple. Il faut savoir que c'est un métier très énergivore et que les joueurs sont très, très énergivores. Je prends un exemple. En fait, moi, je fais toujours dans mon management des parallèles entre un événement et puis une action de jeu. Et il se trouve que cette dernière saison, alors que les 2 saisons d'avant, ça veut dire que je manquais de vigilance parce que j'étais fatigué. Parce que les 2 premières années, ça ne s'est pas passé comme ça. Avec quasi le même effectif, j'ai dû déplorer cette saison un nombre incalculable de retards à l'entraînement. Alors j'étais inflexible, attention. Hein. L'entraînement à 10h, les joueurs devaient arriver à 8h. Si à 8h ils n'étaient pas là, les grilles se fermaient, ils ne pouvaient pas rentrer avec la voiture, ils rentraient chez eux. Ils revenaient à 13h, je leur faisais une séance, je sortais avec eux, je prenais mon chrono, une bouteille d'eau, de l'alcool de menthe, du sucre.
des barres de céréales et je leur mettais une séance où je les faisais vomir pour leur faire comprendre qu'il fallait arriver à l'heure. Mais j'ai eu un nombre incalculable de retards cette année. Et je me souviens d'un retard d'un joueur, de Christopher Julien, défenseur central, qui arrivait toujours, lui, au rassemblement. Si vous aviez rendez-vous à 10h30, il arrivait à 10h29 et 59 secondes. Tout le temps. Il dit, putain, lui, il en perd de l'énergie. Parce que pour calculer, arriver à l'heure, calculer l'intensité, la fréquence de sa foulée, le mec, il est costaud, hein, franchement. Donc lui, il était cuit. Dès la causerie, il était cuit, ce gamin. Et il se trouve qu'un coup, à une promenade, 10h30, il arrive en retard. 10h31. Yes, jackpot. Viens là, mon gars. Là, je le chope, je lui dis, Christopher, t'es en retard, là. Il me dit, je comprends pas, coach. Oui, tu comprends pas, mais t'es en retard. Ah, mais je comprends pas, pourtant j'ai mis mon réveil. Ah ouais, tu l'as mis à quelle heure? Promenade à 10h30, écoutez bien, il m'a dit, j'ai mis à 10h25. Je ne peux pas essayer de le mettre à 10h15. La prochaine fois, ça te laissera peut-être un laps de temps suffisant pour arriver à l'heure. Toujours est-il que le soir, donc il arrive en retard, le soir, premier corner, il est au marquage, et il a une fraction de seconde de retard. On prend un but. Donc moi, j'y vois une relation de cause à effet, tout simplement. D'aucuns considéreront que c'est de la superstition. Non, le travail est mal fait, donc fatalement, il ne peut pas y avoir de rendu. Voilà, on va peut-être finir en vous demandant vos projets. Et puis, ultime question, quand même un petit pronostic pour la Coupe du Monde. Mon projet, c'est de prendre l'avion à 20h30 parce que demain, j'ai appris que Vicente Lizarazu, il est forfait pour Téléfoot. Donc demain, je vais à Téléfoot. Donc je pars ce soir. Ça, c'est mon projet immédiat. Après, sinon, après la séance de dédicace, je dois bosser avec Seb et Fred. Voilà, pour préparer 2-3 interventions. Donc je vais faire la Coupe du Monde avec TF1, je vais rester en plateau avec Denis Brognard et aussi sur LCI. J'ai trouvé que c'était honorable, sympa de penser à moi. Voilà. Moi, j'ai rien demandé, on est venu me chercher, ça fait 1 an que TF1 voulait que je suive la Coupe du Monde avec eux. Donc je suis content de le faire, même si mon métier c'est entraîneur, donc ça s'arrêtera peut-être très vite ou ça s'arrêtera pas pendant la Coupe du Monde, on verra. Donc mon projet, vous l'aurez compris, c'est de retrouver un poste d'entraîneur. J'aimerais entraîner à l'étranger. Voilà, est-ce que je pourrais accéder à cette volonté-là, à ce rêve-là? J'en sais rien, on verra. Mais mon objectif à terme est d'entraîner et je vais entraîner, ça c'est sûr. Voilà. Puis si j'arrive pas à entraîner d'ici septembre, dans mon petit village à Saint-Sergue, j'irai le premier mercredi de la reprise des gamins. Voilà, je trouverai bien un survêt de l'ETG ou de Toulouse dans mes sacs. Et puis j'irai tranquillement demander aux responsables des écoles de foot s'il veut que je l'aide. Voilà. Voilà. Et puis ensuite, pour la Coupe du Monde, mon pronostic, je pense que la France ira dans le dernier carré. En tout cas, je le souhaite. Voilà. Je pense que le sélectionneur, est la personne idoine pour y arriver. Et là, encore une fois, Didier Deschamps, c'est un top coach, c'est un top sélectionneur. Mais on arrive quand même à trouver Menez, qui a été un grand coach, un grand joueur, d'ailleurs ça se voit. Pierre Menez, qui découpe Didier Deschamps en disant qu'il est pragmatique. Oh, il est pragmatique. Et tout le monde se marre derrière. J'ai vraiment du mal à piger que certains puissent exister en délivrant toujours le fiel sur les autres. J'ai du mal, voilà. Voilà, beaucoup de mal. Et je le dis. Voilà, je le dis. Et d'ailleurs, Canal, ils m'ont appelé, ils voudraient que je fasse le CFC à partir de la rentrée, si jamais j'ai pas de club, pour être avec Menez. Mais pas de problème, mais prévenez-le, quoi. Alors, merci. Est-ce qu'il y a des questions?
Allez, au taf. Salut Pascal, Ah. ça va et toi? Bon, bah, Déjà je voulais te montrer quelque chose. Ah. Et donc voilà, en fait j'ai une question. Je rentre au mois de septembre en BPGEPS à Sport-Léman pour être entraîneur de foot. Est-ce que tu as des conseils? Oui, le conseil, c'est qu'il faut que tu structures tout ton empirisme, toutes tes connaissances, toute la passion que tu as emmagasinée depuis de nombreuses années. Il faut que tu le structures. Il faut que tu sois extrêmement à l'écoute. Et puis après, il faut faire selon ton ressenti. C'est-à-dire structurer pour être à l'aise, connaître tous les rouages du métier, entre guillemets, si tu veux peut-être en faire ton métier d'éducateur. Et puis ensuite, il faut faire avec ton ressenti, ta personnalité. Il n'y a rien de pire que de faire les choses contre nature. Voilà, c'est le seul conseil que je peux te donner. Parce qu'après c'est très bien que je t'ai toujours suivi, que ce soit à l'FTG ou à Toulouse. Et du coup, tu es mon exemple. C'est touchant ce que tu me dis. Voilà. Et j'espère être un bon exemple et continuer à te montrer la voie. Voilà. Il y a aussi une chose qui est prépondérante, mais en fait, je l'ai appris avec mon parcours de vie. Dans la vie, il faut avoir la foi. Parce qu'en règle générale, tout ce que tu veux, tu l'obtiens. Voilà. Je le crois, franchement, je le crois sincèrement. Il faut avoir la foi, il faut être optimiste. Moi, tous les matins, je me lève, je me dis, j'ai une chance incroyable d'être là, quoi. Je dis, vous vous rendez compte, la conjonction de facteurs qu'il faut pour être né. Non, mais vrai. Moi, je vous parle pas il y a des gamins, mais si on veut parler de spermatozoïdes, vous vous rendez compte le paquet qui s'égare pour qu'on soit choisi, il faut avoir une chance terrible. Non, mais vraiment, donc il faut construire à partir de ça. Moi, tous les jours, quand j'étais pasteur à l'hôpital, dernièrement au mois de mai, et le professeur, au bout d'un jour, il m'a pris, il m'a dit, viens, on visite les chambres ensemble. J'ai visité des gamins qui ont été opérés de la même chose que moi, qui avaient 20 piges. Ils étaient au fond du lit, ils étaient morts. Il faut avoir la foi, il faut croire. Il faut croire en ces possibilités, parce que vos possibilités, elles sont incommensurables. Et ça, c'est valable pour chacun d'entre nous. C'est pareil à l'école. À l'école, je suis convaincu qu'il n'y a pas d'enfant sot. C'est pas vrai. C'est faux. Il n'y a pas d'enfant sot. J'ai bien dit, T'es content de toi? C'était bien les spermatozoïdes, j'ai vachement aimé. Bonjour Bernard, bonjour Pascal. Bonjour Bernard. J'ai une question, donc j'ai pas lu le livre, je vais le lire après. Mais d'après ce que tu as dit, j'ai parcouru un petit peu. Tu parles pas du tout de l'ETG en fait. Non. Donc, ça n'a rien à voir en fait avec cette expérience, cette période de ta vie. Non. En fait, le TG, c'est une très belle aventure qui a mal fini. Et je n'ai vu qu'un seul dire qu'il avait des responsabilités là, face à vous. Et moi, j'ai une responsabilité sur la descente de l'ETG de Ligue 1 en Ligue 2, puisque j'étais entraîneur. Mais il y avait tout un tas d'acteurs, et je les entends jamais dire. Ils sont toujours en train de dire que c'est de la faute des autres, mais jamais eux. Voilà. Mais moi, croyez-moi, il y en a des responsables. Hein. Voilà. Donc il y en a un connu, il est là en face de vous, mais il y en a beaucoup d'autres. Le premier d'entre eux, c'est Franck Ribou, PDG du groupe Danone, parce qu'il était gestionnaire de fête. C'est-à-dire que lui, c'est lui qui commandait. C'est pour ça que ce serait intéressant un jour, Non. si tu as la volonté. Parce qu'en fait, vous savez pourquoi je ne veux pas en parler? Parce que en fait, je ne veux pas en parler parce que ce que je vais vous donner, c'est mon avis, c'est certainement pas l'avis des autres. Voilà. Moi, j'ai lu dernièrement que le TG avait été en finale de Coupe de France grâce à Patrick Trottignon. Donc Patrick Trottignon, c'était le président délégué, il n'y avait pas un joueur qui pouvait le saquer. Comment il a fait pour amener des joueurs au Stade de France alors que personne ne pouvait le voir? Vous voyez, mais je l'ai lu ça. Voilà. Dernièrement, j'ai vu un bouquin d'un administrateur. Voilà, moi je préfère pas parler. Vous savez pourquoi? Parce que je veux respecter la mémoire de mon papa. Voilà. Parce que mon papa, c'était l'artisan du départ de l'ETG, parce qu'à un moment donné, le club était raide, il fallait mettre des ronds et il a mis les siens. Voilà. Fini? Parfait. Super. Merci de nous avoir accueillis. Merci à vous.